Alors en fait, il y a un titre, mais finalement ce titre est sans doute pas le bon. Il faudrait poser les choses plus brutalement et dire est-ce que Robert Escarpit a été un écrivain de science-fiction? C'est la question qui m'intéresse. Alors, il y a plusieurs aspects de ça. Escarpit, d'abord, n'avait absolument pas de mépris pour la littérature de genre. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Il exprimait ça en disant « Je préfère Balzac à Stendhal et San Antonio à Françoise Sagan ». C'est une citation des Paramémoires d'un Gaulois. Et en fait, dans les mêmes Paramémoires, il dit « Je n'écrivis rien de notable jusqu'à l'adolescence, à part une tragédie en 5 actes et en vers, et les 3 premières pages d'un roman de science-fiction inspiré par un feuilleton de la France de Bordeaux et du Sud-Ouest. » Donc, c'était dans les années 30. Après, comme on le sait, il était au Mexique, il est revenu du Mexique, il a fait beaucoup de choses. Et en 1954, alors 54, c'est une époque à laquelle le terme de science-fiction et la chose de science-fiction commence à arriver en France, mais depuis peu. Depuis 1950-1951, il commence à y avoir des collections spécialisées. Et la revue Fiction, par exemple, qui est consacrée à la science-fiction et au fantastique, commence en 53. Et en 54, il publie dans Le Monde un article qui fait éloge du genre, qui explique que le sociologue de la littérature, parce qu'il se décrit déjà comme ça lui-même, ne peut rester indifférent à ce qui constitue la lecture... il marche, à ce qui constitue la lecture favorite de couches entières de la population terrestre. Et donc, il va expliquer ce que c'est que ce qu'il appelle le science fiction. Parce qu'il cherche à ne pas naturaliser le mot. Donc il le met au masculin dans tout l'article. Le science fiction servira à une sorte de pont entre les cultures scientifiques et littéraires. Il revient sur ce problème de la divergence entre culture scientifique et littéraire. Et je précise pour l'histoire que c'est 5 ans plus tard seulement que C.P. Snow, célèbre intellectuel britannique, écrira un essai sur les 2 cultures, qui précisément, on ne parle pas de science-fiction, mais parle du problème de communication entre scientifique et littéraire, un truc qui m'intéresse. Escarpit continuera, à l'occasion de ses différents écrits, de façon marginale souvent, de montrer qu'il sait très bien ce qui se passe en science-fiction et qu'il en est un lecteur. Soit qu'il y fasse des allusions dans la sociologie de la littérature, dans son essai sur l'humour, soit que dans ses ouvrages, il fasse des clins d'œil, et parfois à des auteurs un peu obscurs. Un truc que je trouve étonnant, c'est que dans son exposé général introductif au premier congrès français des sciences de l'information et de la communication, un truc sérieux, il évoque à titre d'inspiration le nexialisme. Alors le nexialisme, ça n'existe pas. C'est une science imaginaire qu'on trouve dans le roman La faune de l'espace, The Voyage of the Space Beagle, d'Alfred von Vogt, qui, même parmi les auteurs de science-fiction, est considéré un peu comme un fantaisiste. Mais qui était fasciné par les sciences imaginaires, et le nexialisme, alors bien sûr ça n'existe pas, mais en même temps c'est une idée magnifique, c'est une science qui fait communiquer toutes les sciences entre elles. Bon, est-ce que ça existera un jour, on ne sait pas, mais c'est un espoir, et du coup il en parle dans son article, il cite von Vogt, il cite la sémantique générale de Korzybski, qui est un truc un peu plus respectable, qui a inspiré von Vogt aussi, même si on n'est pas sûr que von Vogt l'ait compris, et on ne sait pas qui l'a compris, mais bon, il y va quand même. Après, je pense que si je vous pose à tous la question, Robert Escarpit était-il un auteur de science-fiction? Si je pose la question à des amateurs de science-fiction, généralement, on va me répondre non. Enfin, non, on me répond qui c'est Escarpit, mais parmi les amateurs de science-fiction. Bon, et parmi les amateurs d'Escarpit, peut-être on peut poser la question, qu'est-ce que c'est que la science-fiction? Donc, on va dire 2 mots sur ce que je considère comme la science-fiction pour poser les termes du débat, disons. Pour moi, c'est comme pour Pierre Versin, un amateur et spécialiste français du genre, que c'est la littérature de conjecture rationnelle. Donc, je prends une définition assez large. L'auteur suppose un certain nombre d'axiomes divergents, d'éléments extraordinaires, à partir desquels il va... en s'efforçant de les introduire de façon parascientifique, parce que c'est jamais strictement scientifique, bien entendu, mais il fait comme si, et il va construire une intrigue, il va construire un monde extraordinaire qui s'efforce de dériver logiquement les choses à partir de ces éléments qui ne sont pas réalistes. Alors bien sûr, ça peut être dans le futur ou sur d'autres planètes, ça peut être avec des extraterrestres, ça peut être avec des robots, beaucoup de choses, mais pas forcément toujours avec des marqueurs typiques de la science-fiction. Et donc, Escarpit lui aussi
en 1954, dans son article, définit le science fiction. Et alors lui, il est un peu plus restrictif. Il dit, le science fiction, proprement dit, on verra plus tard qu'il y a des choses qu'il exclut du champ, où la science, prise sérieusement, fournit les éléments et le cadre de l'intrigue. Les situations et leur déroulement découlent par extrapolation d'un développement possible et logique des sciences et des techniques dans des directions prévisibles. Comme dans le roman policier, la règle de vraisemblance est la loi fondamentale du genre. C'est une conception stricte et étroite. Escarpite, ensuite, est écrivain. Il commence à publier en 58. Il a le succès comme humoriste avec Mathieu Fresh, qui a le Grand Prix du roman d'humour en 60. Et puis, il commence à flirter avec la science-fiction, à mon sens, avec le littératron. Qui est le littératron 64, et sa suite, le Ministricule 74. Et ça encadre un peu sa période, disons, de roman pour adultes, que je considère comme se rapportant à la science-fiction. En 67, on a Honorius Pape, le recueil de nouvelles Le Fabricant de nuages, dont parlait Nicole Robin en 69, et Les Somnambules en 71. Les Somnambules, qui est moins connu, mais qui est peut-être le plus novateur de ces romans. Et puis, bon, 75, c'est Appelez-moi Thérèse, et donc une autre veine qu'il va développer. Alors, il revient à la science-fiction par le biais de la littérature pour la jeunesse dans les années 80. Je dirais qu'il y a 3 romans qui en relèvent clairement. L'enfant qui venait de l'espace. Alors là, par contre, il y a des fusées sur la couverture. Il y a une jeune femme pourvêtue. C'est Casa qui fait les illustrations, donc c'est bien fait, hein, Philippe Casamayou. Très bon illustrateur de science-fiction. Et avec ce roman-là, il gagne un prix littéraire de science-fiction. C'est la seule fois où le milieu science-fiction le reconnaît vraiment. Et il a, dans la catégorie jeunesse, le Grand Prix de la science-fiction française. Et il publie ensuite en 87 Le Secret du Puy de Fastron et Le Petit Dieu au crabe. Donc je vais vous dire 2 mots sur chacun des livres, mais alors 2 mots rapides. Le littératron, peut-être le plus connu, c'est l'ascension et la chute d'un intrigant. Et donc il y a beaucoup d'aspects de satire politique. Mais l'aspect science-fiction, c'est que cet intrigant se sert d'une invention qu'il ne fait pas lui-même, parce que c'est un plagiaire et un espèce d'escroc, comment il s'appelle, Meredith Le Guern. Il fait faire le travail par d'autres à chaque fois. Dans la plus grande tradition du mandarin universitaire, bien entendu. Oh, pardon. Mais c'est le ton, hein, c'est le ton du livre. Il se moque abondamment de l'université aussi dans ce livre. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que cet ordinateur littéraire fonctionne. Il fonctionne pour écrire des romans qui se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il fonctionne pour gagner les campagnes électorales aussi. À l'aide d'un candidat qui est parti complètement creux, mais c'est ce qu'on lui demande, et dont les discours sont écrits par le littératron. Et le Ministricule, par 10 ans plus tard, c'est une suite du littératron. Donc c'est plutôt moins intéressant. Je l'aime bien parce que c'est celui qui a l'aspect le plus gascon, avec quelques pics sur l'occitanisme officiel, et puis des pics sur l'intérêt pour ce qu'on appelait à l'époque l'environnement, la protection de l'environnement. La bonne manière de protéger l'environnement, c'est de le plastifier. Comme ça ne bougera pas. Oui, c'est un peu ça, oui. Il y a aussi beaucoup de pages sur la reconstitution d'un vrai village landais. Mais on le peuple d'étudiants de l'IUT à qui on a enseigné le pont Gascon, parce que les vrais habitants, ils ne seraient pas assez authentiques. Plus intéressant, en 67, Honorius Pape. Alors, Honorius Pape est un roman post-cataclysmique. Bon, voilà. Alors, évidemment, la couverture ne vous dira rien. Ils sont tous blancs, ils sont tous chez Flammarion, avec le titre en rouge dessus. Un peu plus petit que Appelez-moi Thérèse, en format. Honorius Pape, toute l'humanité disparaît. Toute sauf, bien sûr, quelques îles. Alors, il y en a dans le Pays Basque, il y en a dans les Landes. C'est des barbares, hein. Je suis désolé, comme il le dit, les Landais ont abandonné l'anthropophagie, c'est déjà ça. Mais il faut toujours des colliers avec les têtes de leurs ennemis. Et puis, il y en a quelques-uns en Dordogne, les Cro-Magnons, parmi lesquels se trouve un personnage intéressant du roman qui s'appelle François Carsac, qui est bien sûr une image de François Borde. François Borde, de station de tram d'ici, célèbre préhistorien
Dordogne, mais qui a travaillé à Bordeaux. Vous avez ses photos en grand à l'entrée du musée Aquitaine. C'était une sommité scientifique. Il a écrit aussi 5 ou 6 romans de science-fiction tout à fait appréciés dans les années 50 et 60 sous le nom de Francis Carsac. Et donc, il en fait un personnage de son roman dont le lieu principal est l'entre-deux-mers. Et Honorius est un faux pape, bien sûr, mais très utile comme une sorte d'organisation des Nations Unies qui sert le projet d'un groupe de sociologues qui ont échappé à la catastrophe et qui ont décidé d'aider à la reconstruction de la civilisation humaine. Alors la civilisation humaine se reconstruit, elle suit un plan, et elle suit un plan qui est visiblement une sorte de version parodique de Foundation, la fondation d'Isaac Asimov. Parce que l'humanité va devoir, après sa chute, réescalader les échelons de la civilisation, mais aussi de la culture. Et on a conservé beaucoup de la culture ancienne, il n'y a pas eu une perte totale, mais elle est sous-clé dans un endroit secret. Et Honorius doit se demander s'il révèle ceci ou pas. Et il se rend compte que quand il révèle au jeune François Carsac, qui fait des espèces de dessins animés, mais avec les moyens du bord, il n'y a plus d'équipement de cinéma vraiment disponible. Et il est très doué. C'est un artiste très doué, mais c'est primitif. Et il lui montre un jour un extrait de Pinocchio de Walt Disney, et ça tue entièrement sa vocation artistique. Parce que tout a déjà été fait bien mieux que ce qu'il ne peut faire. Et donc, voilà, se pose la question, est-ce qu'il faut montrer la culture du passé? Ou est-ce qu'il faut laisser s'exprimer la créativité? C'est le thème d'Honorius Pape. Il y répond d'une façon, comme il dit, qui ne plaira pas à tout le monde. Et au passage, il se moque, alors justement, d'un auteur qu'il n'aimait pas trop en science-fiction, Ray Bradbury. Il n'aime pas trop les chroniques martiennes qui sont finalement trop littéraires, je ne sais pas comment il faut dire, trop rêveuses et philosophiques. Et il n'aime pas Fahrenheit 451, qui est entièrement nostalgique. Quand vous lisez ce livre, il parle du film de François Truffaut aussi, il n'y a que le passé qui est bon et le développement technologique est une horreur. Les pompiers sont payés pour brûler des livres, hein, c'est le thème, l'argument de Fahrenheit 451. Et Scarpetta n'était pas du tout comme ça. Il considérait que les moyens modernes étaient une chance et qu'il fallait s'en servir et qu'il ne fallait pas du tout considérer que c'était une décadence. Ensuite, il y a ce recueil de nouvelles qui est Le Fabricant de nuages, dans lequel, donc je ne vais pas parler de la nouvelle titre, malheureusement, c'est peut-être pas celle qui... alors, ce recueil, il le décrit comme du fantastique. Mais il faut dire aussi que dans la postface, il décrit explicitement la science-fiction comme une succursale, comme une partie du fantastique, comme une des versions du fantastique. Donc il a un sens très large, par contre, du mot fantastique. Et clairement, il y a des nouvelles de science-fiction là-dedans. Il y a par exemple Anti-Babel. Il y a un bug dans les machines de traduction de l'ONU. Et toutes les communications électroniques du monde sont traduites dans la dernière langue qui avait été introduite dans le système, qui était l'Ogapi, qui n'avait que 14 locuteurs survivants à l'époque. Et tout le monde est forcé d'apprendre l'Ogapi parce que si on veut communiquer par téléphone, même tout est traduit en Ogapi et sinon on ne peut pas comprendre. Donc soit les dirigeants du monde doivent se rencontrer face à face, ce qui a un effet très positif sur la paix dans le monde, soit ils doivent apprendre l'Ogapi. Bon, c'est bien sûr, il y a un aspect humoristique, mais il y a aussi la trace de ces préoccupations en ce qui concernait les langues minoritaires. Bon, le gascon, en ce qui les concerne. Il y en a une autre tout à fait intéressante où un écrivain rencontre son propre personnage. Mais il le rencontre selon une boucle temporelle assez compliquée, qui est décrite par une formule mathématique explicite dans la nouvelle, ce qui est assez rare, même en science-fiction. Hein. Ça devrait intéresser notre collègue, parce que l'auteur rencontrant son personnage, c'est finalement une autre version de ce jeu littéraire entre la fiction et la réalité. J'essaie de tenir le temps, j'ai parlé déjà 10-15 minutes là. 15 minutes, voilà, je suis à la moitié. Les Somnambules. Les Somnambules est un roman qui lui est le plus original du lot, parce qu'il y a un côté, disons, ça rappelle Philip K. Dick. C'est des univers hallucinatoires. Tous les pays se mettent à dormir. Enfin, on ne sait pas vraiment, parce qu'en France, quand on regarde par-dessus le Rhin, on voit les Allemands qui dorment. Mais les Allemands, eux, ont l'impression d'être réveillés et de voir les Français qui dorment. Mais en fait, chacun rêve, et chacun rêve que son pays est réveillé, que les autres dorment, mais quand il change de pays, il passe dans l'autre pays
où en fait ils ont l'air d'être réveillés parce qu'ils rêvent, donc ils rentrent dans le rêve de l'autre pays. Et si on fait une boucle en repassant dans un troisième pays et en revenant, on arrive à chaque fois dans le rêve du rêve, et on revient dans le même pays mais dans un rêve différent. Et donc, il évoque toute une idée de spirale transonirique, ce qu'il appelle les spirales transoniriques. Ça devient très compliqué, ça finit par s'effondrer un peu. Il n'y a qu'en Andorre qu'apparemment les gens sont réveillés. Ça vaut pas de la case, ça marche. Mais c'est tout à fait dans la lignée du genre d'univers hallucinatoire que pratique Philippe K. Dick dans Ubik, qui paraît 2 ans avant seulement, et qui va influencer la science-fiction française, mais plus tard, à partir, disons, des œuvres de Michel Jury. Michel Jury, d'ici Jacques en Dordogne, qui a fait d'abord vraiment œuvre, il était le meilleur auteur de SF français dans la deuxième moitié des années 70, clairement, et puis ça lui rapportait pas assez d'argent, et il avait besoin de gagner sa vie, et il est passé au roman rural. Il a vendu beaucoup plus, et il est devenu beaucoup plus connu comme ça. Donc je ne vous donne pas trop de détails sur les somnambules, et on passe à sa période, alors 10 ans plus tard, SF pour la jeunesse. Le Pilfastron est un roman, disons, très ironique sur la prise de décision. Les gens prennent la décision en fait en tirant à pile ou face, mais enfin il se révèle que des gremlins, des êtres un peu fantastiques, contrôlent la probabilité du pile ou face, et il y a cette idée que les humains, à partir d'un certain niveau de connaissance, n'arrivent plus à prendre de décision, n'arrivent plus à avoir de confiance dans leur propre modèle de prise de décision, et préfèrent tirer à pile ou face. C'est un peu curieux. L'enfant venu de l'espace, alors il y a aussi le petit dieu au crabe. Alors le petit dieu au crabe, c'est une charge contre la religion. Les grandes religions sont comparées à des multinationales, et puis le petit dieu au crabe vient d'une galaxie lointaine, et il veut se faire une place sur le marché parce qu'il est menacé de faillite. Alors il faut qu'il écrive des textes sacrés qui soient vendeurs. On va pas dire plus sur le petit dieu au crabe, mais pour un roman pour la jeunesse, je crois que je sais pas si un éditeur oserait en sortir un comme ça maintenant, parce que les religions en prennent pour leur grade de façon assez sévère. L'enfant qui naît de l'espace, c'est le plus littéraire de ces romans de SF pour la jeunesse, parce que il organise la rencontre entre Isaac Asimov, donc l'auteur en particulier du cycle des robots, et Susan Calvin, qui est un personnage du cycle des robots d'Isaac Asimov, qui est la vieille scientifique, qui fait un peu la psychanalyse des robots, si on peut dire, ou psychologue des robots dans les nouvelles d'Isaac Asimov. Elle est jeune et séduisante dans ce roman, et elle a un enfant avec un extraterrestre qui vient, qui l'engrosse et qui repart. Bon. Oui, c'est un peu... on va passer sur les rapports avec la vie personnelle d'Escarpit, mais ce qui est intéressant, c'est le dialogue entre Asimov et Susan Calvin. C'est le dialogue entre l'auteur et son personnage, et c'est un dialogue où le personnage rétorque vertement à l'auteur que oui, il l'a créé, oui, mais que ça fait rien, il ne la connaît pas entièrement. Et elle est une entité indépendante maintenant, et elle peut lui apprendre des choses. Et donc, elle lui a raconté toute cette histoire, effectivement, d'extraterrestres, d'enfants. Et alors, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que... alors, il faut que je retrouve la bonne page. C'est que Asimov répond à Suzanne quand elle lui a fait la première partie de son récit. Ma chère enfant, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas du tout doué pour la science-fiction. Alors elle lui répond, mais tout ce que je viens de vous raconter est vrai. Et l'autre lui dit, mais j'en doute pas. Mais vous êtes un personnage d'Isaac Asimov, de moi. Et votre histoire n'est pas du tout de l'Asimov. C'est le truc temporel, c'est du Van Vogt de la mauvaise période. Il y a une pointe de Sheckley, une pointe de Heinlein. Donc il fait un petit, sur 2 pages, un petit étalage de ses connaissances en matière de science-fiction. Et puis ça continue, et le livre est court mais très bien envoyé. Et alors évidemment vous direz, tous ces livres ne sont peut-être que de l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ces livres de science-fiction, comme dans beaucoup de ces livres. Je ne vais pas dire tous parce que je ne les ai pas tous lus. Et ce mélange d'humour et de science-fiction est une chose délicate. Et je pense que c'est une chose délicate parce que ça se dispute à le même territoire. L'humour, en quelque sorte,
mine l'apparence de vraisemblance sur laquelle repose la science-fiction. Rappelez-vous que Escarpit lui-même dit que la science-fiction, dans sa forme la plus pure, doit expliquer les choses logiquement, doit faire croire à l'enchaînement logique. Et dans son conseil sur l'humour, par contre, quand il commente les 2 tiers du texte, le texte de Swift, sur une modeste proposition que vous devez connaître, il introduit à ce sujet la notion de suspension d'évidence. En fait, c'est la willing suspension of disbelief de Coleridge. C'est une transformation de ça, hein, la suspension d'incrédulité. Et il dit, voilà, le texte ironique de Swift repose sur une suspension d'incrédulité. On suppose qu'on va proposer sérieusement de manger les enfants pour résoudre les problèmes économiques. Et ça devient de l'humour. Et la science-fiction, qui n'est pas humoristique, repose sur une autre suspension analogue au procédé, dit-il, des mathématiciens qui remplacent un postulat par un autre. Et en 85, il revient sur la science-fiction. Il écrit un texte, là par contre, dans un recueil d'articles sur la SF, publié par alors, c'est publié en Belgique. Je crois que c'est l'Université libre de Bruxelles qui publie ce recueil en 85, avec un spécialiste de la SF. Et à nouveau, il compare les mécanismes qui construisent l'adhésion du lecteur en science-fiction au mécanisme de l'humour. Alors c'est sûr que quand on mélange les deux, on prend le risque de se faire dire que c'est que de l'humour et de ne plus avoir la crédibilité, hein, la pseudo-crédibilité sur laquelle repose l'effet littéraire de la science-fiction. Il y a un autre point, c'est le point, on parlait d'hypertextuel, il y a d'autres critiques de science-fiction qui parlent de mégatexte, c'est-à-dire cet échange qui, dans la science-fiction, encore plus peut-être que dans d'autres littératures de genre, il y a un échange entre toutes les œuvres. On construit sur les œuvres précédentes, on essaie de jouer le jeu en allant un coup plus loin que les auteurs précédents, hein, en étant conscient, parce qu'on sait que les lecteurs seront conscients aussi des textes précédents. Et alors, en un sens, Escarpit rentre dans cet échange, parce qu'il cite plus ou moins explicitement les auteurs qui l'ont précédé. J'ai donné l'exemple de l'enfant venu de l'espace, mais il est conscient, il les a lus, il utilise certaines des méthodes, mais en même temps, il refuse de rentrer dans le jeu, d'être lui-même dans la cohorte des écrivains français de science-fiction. Il reproche en 1954 à la revue Fiction, ce qu'il lui reproche, c'est de dire « les chroniques sont intelligentes et bien écrites, mais leur but un peu trop évident est de créer un mouvement d'idées et un public spécialisé autour du science fiction. Cette attitude doctrinale risque de scléroser le genre. » Ah, t'es pas très gentil, hein. Cela dit, j'ai demandé à Gérard Klein, qui était un vétéran de l'époque, qui est toujours vivant, qui a été directeur pendant plus de 40 ans de la collection Ailleurs et Demain chez Robert Laffont, qui m'a affirmé que non, Escarpit était très bien vu par la science-fiction française. Donc là, je ne sais pas s'il y a vraiment eu une brouille personnelle, mais en tout cas, Escarpit ne voulait pas se laisser embrigader, il connaissait, il continuait de faire des commentaires. Dans son article de 85, il fait des commentaires peu sympathiques aussi. Il dit « La quasi-totalité de la jeune génération française, de Gérard Klein à Jean-Pierre Andrevon, de Philippe Curval à Michel Jury, continue à errer anachroniquement dans l'impasse de ce discours désuet. » Alors, quel discours désuet? C'est la nouvelle science-fiction qui est apparue dans les années 60. Et pour Escarpit, la science-fiction stricto sensu, c'est celle que j'ai décrite au début, c'est un modèle de science-fiction des années 40-50. Et la New Wave, la science-fiction plus politique, plus poétique aussi, qui est apparue dans les années 60, c'est pas vraiment de la SF pour lui. Et donc, il a du mal à coller au mouvement de la science-fiction. Il trace son propre chemin, tout en reconnaissant qu'il y a de bonnes œuvres en SF française, pour la jeunesse notamment. Et c'est peut-être ça qui fait aussi qu'il n'a jamais été considéré comme auteur de science-fiction. Il y a ce problème de l'humour qui a du mal à cohabiter avec la science-fiction, même si un auteur américain comme Robert Sheckley l'a fait très bien. Et ce problème de ne pas se reconnaître dans un groupe, alors que c'est un peu une littérature de groupe quand même aussi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai épuisé mon temps.